Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica. Aujourd'hui, nous continuons ce cours à la radio avec le dernier volet de la leçon 4 d'éducation civique, consacrée à la République française, un État démocratique. Dans la séance précédente, nous avions travaillé sur les institutions de la 5e République. Peut-être quelques précisions avant de passer au reste. Je vous ai parlé de l'exécutif et du gouvernement, notamment. Il est quand même bon de citer le Premier ministre, Édouard Philippe. Il aurait été bon aussi de citer l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Par ailleurs, sur l'article 49.3 et sur le vote d'une motion de censure, ce n'est arrivé qu'une seule fois que la volonté de bloquer la proposition gouvernementale de faire passer une loi sans vote à l'Assemblée trouve une issue avec l'utilisation de l'article 49.3, ça c'était en 1962 sous Georges Pompidou qui était président. Il a fallu donc refaire un nouveau gouvernement. Si la motion de censure est votée par la majorité de l'Assemblée, non seulement le gouvernement est renversé, mais évidemment la loi proposée à ce moment-là ne passe pas. A contrario, il est arrivé plusieurs fois que le président dissolve l'Assemblée nationale. C'est arrivé lorsque Jacques Chirac était président de la République en 1997. Il a été mal conseillé, il pensait obtenir une plus grande majorité à l'Assemblée nationale. Il a dissous l'Assemblée nationale et ça s'est retourné contre lui, puisque la majorité a changé de bord et qu'il a dû appeler Lionel Jospin à l'époque comme Premier ministre, un Premier ministre de gauche. Alors aujourd'hui, pour le deuxième et dernier volet de cette leçon, nous allons continuer avec une deuxième partie intitulée « L'engagement national dans un parti politique ». Cette partie, vous l'avez à la fin de la fiche 3. Et puis une troisième partie qui s'intitulera « La République française, une république laïque ». Et c'est donc la fiche 4 que je vous ai envoyée. Sur les partis politiques, votre livre n'est pas très fourni en termes de documents. Tout d'abord, une petite note d'orthographe. Souvent, on confond un parti sans E, qui désigne un parti politique, par exemple, ou bien une partie de la classe, terminaison IE. Donc, pour la définition d'un parti politique, par exemple, la République en marche, le Parti socialiste, le Parti communiste, voilà des exemples de partis politiques. Je vous propose donc, sur votre fiche, définition. Un parti politique est un groupement de personnes qui partagent des convictions, des choses dont on est sûr, qui partagent des convictions politiques communes, et proposent un programme pour gouverner le pays, avec leurs élus. Alors les partis politiques existent dans le cadre du jeu démocratique qui existe dans notre République, et notamment ils trouvent leur raison au moment des élections, lorsqu'ils vont présenter des candidats et que ces candidats peuvent, en étant élus, accéder au pouvoir et représenter à travers leur programme telle ou telle idéologie. Alors quel lien y a-t-il entre les citoyens et les partis politiques? Nous pouvons être adhérents. On peut adhérer à un parti qui a un statut d'association. On peut être également militant dans un parti politique, c'est-à-dire agir pour défendre et promouvoir les idées de ce parti. Quelle place ont les partis politiques dans nos institutions? On peut lire le document 1, vous avez sur la fiche, extrait de la Constitution de 1958, document 1, article 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire du vote. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi garantit les expressions pluralistes.
c'est-à-dire il y a plusieurs possibilités d'opinion, les expressions pluralistes des opinions, et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Cette équité, on la retrouve notamment au moment des campagnes électorales. Sur les médias, la loi française demande aux médias de consacrer un temps équitable et égal entre les différents partis politiques. Et c'est contrôlé par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On peut donc noter sur la fiche, document 1, le rôle des partis est reconnu par la Constitution. Le rôle des partis est reconnu par la Constitution. Et on l'a déjà vu lorsqu'on a fait un peu l'histoire politique de la France est marquée par deux grands bords politiques, deux grandes familles politiques, c'est ce qu'on appelle la gauche et la droite. Aux États-Unis, par exemple, vous avez les républicains et les démocrates. C'est pas tout à fait pareil. Donc, on peut parler, en tout cas pour la France, de bipartisme. La vie politique française est marquée par le bipartisme droite-gauche. Le bipartisme droite-gauche. Pourtant, il y a différents partis politiques dans ce qu'on appelle le paysage politique. Donc, on pourrait rajouter, pourtant, il existe un pluralisme. Pluralisme, c'est la famille de pluriel, plusieurs. Un pluralisme politique, entre parenthèses, existence de plusieurs partis politiques. Je vous ai mis un petit lien vidéo vers une vidéo sur YouTube, et cette petite vidéo qui est récente, c'est intéressant, elle date de 2019, nous montre justement la différence entre la droite et la gauche, avec évidemment des idéologies et un programme différents. Et vous avez presque une quinzaine de partis politiques qui sont indiqués et qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par des partis plus modérés. Vous avez des partis modérés à gauche, vous avez des partis modérés à droite, et vous avez ce qu'on appelle le centre. Donc il ne faut pas négliger cet aspect de troisième voie possible, qui contredirait d'ailleurs l'idée d'un bipartisme dans ce paysage. Si on refait un panorama de ces partis, à l'extrême gauche, vous avez le Parti communiste, ou la France insoumise, ou le nouveau parti anticapitaliste. Le Parti communiste est un ancien parti qui a perdu du terrain ces dernières années, notamment suite à l'effondrement de l'URSS. Le Parti socialiste, qui était celui de l'ancien président Hollande. Vous avez Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste, qui va défendre les idées écologistes. Et puis, dans les partis modérés, au centre, vous avez La République En Marche, c'est le parti de l'actuel président Emmanuel Macron. Le MoDem, également au centre. Le parti radical qu'on retrouve, on avait parlé en 1936 au moment des alliances pour le Front populaire. Dans les partis modérés à droite, on a Les Républicains, c'est l'ancien parti de Nicolas Sarkozy. Et puis, à l'extrême droite, vous avez le Rassemblement national, qui s'appelait avant le Front national, et quelques autres partis également. Revoyez la vidéo pour nous donner l'idéologie de chacun de ces grands bords politiques. La gauche socialiste va plutôt avoir un programme d'égalité sociale, de justice sociale, alors que la droite va défendre plutôt l'initiative personnelle, la libre entreprise. On parle aussi de système libéral. Le centre se veut au centre, c'est à la fois tout et rien, on pourrait dire. Actuellement, le président Macron et son parti La République En Marche montrent quand même une tendance plutôt à droite qu'à gauche. Et puis, à l'extrême droite, le Rassemblement national, vous connaissez un petit peu ses thèses, qui n'aiment pas les étrangers, qui sont très patriotiques, nationalistes, et ont des programmes qui manquent de contenu et jouent souvent sur le populisme, avec le risque de remise en cause du système démocratique. On pourrait rajouter que cette idée de bipartisme à la française a été remise plus ou moins en question au moment de la dernière élection présidentielle, c'est votre trace écrite. Donc l'élection présidentielle de 2017 nous montre que les Français ne suivent plus les partis traditionnels, et qu'une recomposition politique autour de nouveaux partis est possible, puisque La République En Marche,
le parti d'Emmanuel Macron, n'était pas un ancien parti. Il a été carrément créé au moment des élections présidentielles. On peut aussi noter que Emmanuel Macron n'a pas de carrière politique comme élu, donc il fait aussi partie peut-être d'un nouveau paysage et de nouvelles personnalités politiques qu'auraient recherché ou que rechercheraient les Français. Peut-être face à une déception des politiques traditionnelles menées jusque-là. La fiche numéro 4, ensuite, concerne la troisième partie de ce cours, intitulée « La République française, une république laïque ». Donc, on va parler de la laïcité et de cette caractéristique française. Il faut évidemment parler de religion, puisque la laïcité est en opposition à la religiosité ou à la cléricalité, on pourrait dire. Et c'est une loi qui est assez ancienne pour nous déjà, elle date de 1905. Depuis 1905, c'est votre trace écrite, et la loi de séparation des églises et de l'État en France, 1905, la laïcité est un des fondements de la République. Alors on peut lire le document 3 que vous avez sur la fiche. Que nous dit la loi? Tout d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est dit, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Ensuite, ce sont des extraits de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ne pas troubler l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, c'est-à-dire ne paye, ni ne subventionne aucun culte. On peut donner une définition de la laïcité. La laïcité est le principe de séparation de l'État et de la religion, c'est-à-dire que l'État ne prend pas parti, ne finance pas, ne s'occupe pas des affaires religieuses. La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État, ce qui peut être le cas par exemple en Iran, où c'est une république islamique. La religion officielle, c'est l'islam, et il y a donc une religion d'État dans ce cas-là. Je vous ai donné un lien vidéo, et à l'aide de ce lien vidéo, qui est de la famille Dessine-moi l'écho, eh bien, je vous demande de compléter le tableau que vous avez sur la fiche. En fait, on a 3 grands principes à compléter, et puis vous donner quelques explications sur ces 3 principes. Le premier principe, c'est la liberté de conscience. Vous verrez, c'est la liberté de croire ou non, de pratiquer ou non une religion. On verra que d'ailleurs cette liberté de conscience ou de pratique va fonctionner au cas par cas dans les entreprises privées. Une entreprise peut autoriser ou non la prière dans le cadre de son entreprise. Dans le cadre privé, les pratiques sont évidemment autorisées. Dans le cadre public, c'est lié à la loi et notamment au respect de l'ordre public. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'État, je vous le disais, ne salarie ou ne finance aucune activité religieuse. Il y a une neutralité des services publics. En ce qui concerne les conditions d'exercice de la laïcité, notamment à l'école, une loi de 2013 a précisé les choses. C'est le document 4, Charte de la laïcité à l'école. On va lire ce document. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. On l'a déjà vu. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens, et elle respecte toutes les croyances. Article 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans la limite de l'ordre public. Article 14, et c'est là que la loi a précisé les choses en 2013, dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces précisées dans le règlement intérieur sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Ostensiblement, ça veut dire pour montrer de façon très très voyante un signe religieux de façon à influencer l'environnement. Dans les organismes de service public, on ne doit pas non plus faire de prosélytisme en défendant et en faisant la publicité pour telle ou telle religion. Et ceci dans le cadre des écoles publiques. Dans le cadre des écoles privées, il y a une possibilité pour qu'il y ait un enseignement religieux. C'est autorisé, mais ça correspond au choix des familles. À ce sujet d'ailleurs, aujourd'hui on a une demi-journée de libre dans la semaine, le mercredi après-midi. Autrefois c'était le jeudi. Et ça c'est une réminiscence de l'époque où l'enseignement en France était entièrement religieux et où il y avait des heures pour l'enseignement catholique, en l'occurrence le catéchisme. Eh bien, cette demi-journée qui nous reste par semaine, le mercredi après-midi en l'occurrence, serait pour l'enseignement religieux que telle ou telle famille désire donner à ses enfants. Le troisième principe, c'est l'égalité de tous devant la loi. Alors notamment l'égalité au service public. Alors là, on peut prendre trois cas différents. Prenons par exemple l'hôpital. Si quelqu'un porte des signes religieux sur lui, il a malgré tout la possibilité d'accéder à l'hôpital et d'aller se faire soigner. Par contre, ces signes religieux portés ostensiblement ne sont pas autorisés dans le cadre de l'école, du collège ou du lycée. Ceci pour éviter les pressions, les conflits et pour développer aussi un esprit critique individuel en dehors de toute influence. À l'université, par contre, il est autorisé de porter des signes religieux distinctifs. Donc revoyez cette vidéo si vous voulez compléter de façon un peu plus sereine ce tableau. Et puis on peut continuer en indiquant que si l'objectif est de limiter l'emprise de la religion sur la vie publique, le but de cette loi sur la laïcité est aussi de protéger la liberté de croyance. Voilà, donc la deuxième vidéo est intéressante, parce que même si elle revient sur les principes, elle nous dit également ce qu'elle n'est pas, cette loi de la laïcité. La loi de la laïcité n'est pas une idéologie, c'est plutôt un principe, une loi de la République. Ce n'est pas non plus une loi contre les religions. Si un État laïque est areligieux, c'est-à-dire sans religion, il n'est pas non plus anti-religion. Ce n'est pas donc, je le disais à l'instant, une entrave à la liberté, au contraire, c'est la liberté. La liberté dans la sphère civile, vous pouvez aller à l'église, et la neutralité dans la sphère publique à l'école. Cette deuxième vidéo est intéressante aussi car elle nous dit à quoi sert la laïcité. Donc elle assure l'égalité de tous devant la loi. Aucune religion n'a de droit particulier. Personne ne peut refuser d'obéir à la loi au nom d'une religion en France. Cette loi permet également l'émancipation, c'est-à-dire la libération des individus. Elle permet à chacun de se libérer des influences qu'il n'a pas choisies, des influences religieuses, familiales ou communautaires, et de se forger ses propres convictions par l'exercice de la raison. Ni l'État, ni les religions ne doivent porter atteinte à la liberté de conscience. Lorsqu'il y a eu les attentats islamistes en France et dans le monde, on a évoqué justement cette loi de la laïcité qui nous protège, qui en même temps nous donne de la liberté. Donc évidemment, la République française ne tolère pas ce qu'on pourrait appeler le fanatisme religieux ou les extrémismes religieux. En ce qui concerne l'Iran, et justement la République islamique d'Iran, vous avez le document 5 qui est extrait d'une bande dessinée de la dessinatrice Marjane Satrapi, de la bande dessinée Persépolis. Cette bande dessinée raconte l'enfance de la dessinatrice en Iran lors de la révolution islamique qui mène au pouvoir des partisans d'un islam très strict. Ils en font la religion d'État. Les gardiennes de la révolution, donc ces femmes que vous voyez voilées là sur la BD, sont chargées de faire respecter la loi islamique, on appelle ça aussi la charia, dans la rue, arrêtent les filles qui ne sont pas habillées comme il faut. Cette petite BD justement illustre les atteintes à la liberté vestimentaire et donc c'est une illustration de ce régime. Marjane Satrapi dit aussi qu'il ne fallait pas considérer cette image de l'Iran comme une image unique de ce pays.
Ce pays aussi est un pays dans lequel les gens cherchent à exercer une liberté culturelle malgré les interdictions. Voilà pour la fin de cette leçon d'éducation civique. Complétez le document. Vous pouvez m'envoyer ce tableau et donc la fiche numéro 4 que vous avez complétée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours, cette fois-ci en histoire. Au revoir à tous.